Ce second épisode de l'histoire des Berbères avant l'islam sera consacré au 7e au 3e siècle avant notre ère, la période, la fin de la 22e dynastie égyptienne et l'époque des guerres puniques qui voit la République romaine s'intéresser de plus en plus près au monde méditerranéen occidental et tout particulièrement à l'Afrique du Nord, aux alliés et ennemis numides puis maurusiens de la puissance carthaginoise et de l'empire barkide. Nous allons donc nous intéresser à l'ensemble des sources qui permettent de recomposer le monde libyque, puisque c'est l'appellation qui est encore l'appellation dominante à ce moment-là, et c'est même le moment où cette appellation est caractérisée chez les Grecs pour l'ensemble des populations d'Afrique du Nord et pour désigner le continent libyque, ce que nous appelons, nous, l'Afrique. Il y a deux populations principales qui apparaissent dans les sources, que ce soit Hérodote, Hanna, Hanon en grec, qui sont tous les deux du 5e siècle, ou le pseudo-Scylax de Cariande du 3e siècle avant notre ère probablement. Il y a deux populations, donc les Éthiopiens et les Libyques. Les Libyques donc, que nous avons vus depuis le départ, et puis cette population particulière d'Éthiopiens qui est définie par sa couleur sombre, comme son nom l'indique. Je vous ai mis sur cette vignette d'introduction 3 représentations un petit peu du monde berbère libyque, toutes 3 prises dans l'espace du Maroc actuel, l'espace véritablement des confins du monde libyque, l'espace le plus mystérieux et le plus fascinant sans doute. Une représentation d'un Hercule qui a été retrouvé à Tanger, et donc l'Hercule qui est l'Hercule nord-africain, qui est l'Hercule punique de l'Afrique, de Carthage. Cet Hercule qui est en fait la transcription gréco-romaine du Melqart, le dieu tutélaire de Tyr. Melqart, c'est le roi de la ville, le roi de la cité, le roi de Tyr. Et le mythe gréco-romain, qui est probablement ancré sur un mythe punique, c'est la victoire de cet Hercule, de ce Melqart, contre le roi de Libye. Le roi de Libye qui s'appelle Anté, roi de Libye, invincible, tant qu'il a les pieds collés au sol, sa mère, la terre-mère Gaïa. Ce qui implique qu'on a un certain nombre, comme vous allez le voir, de représentations d'Hercule qui fait une prise de lutte gréco-romaine pour renverser Anté et le décoller du sol. À droite, vous avez le tumulus de Msoura. Msoura, c'est un cromlech de l'époque mégalithique, du 3e millénaire avant notre ère. Mais au centre de ce cromlech, donc de ce cercle de pierres dressées, on trouve un tumulus qui a été éventré à plusieurs reprises, un tumulus gigantesque, que les morts, maurusiens morts, et les gréco-romains ensuite, ont identifié comme étant la tombe, justement, du roi Anté de Libye, dans la région de Tanger, elle aussi. Et puis, je vous ai mis également des gravures rupestres de Haït Wazir, donc dans le sud marocain, dans la région de la vallée du Dra. Alors, je reprends cet exposé là où je l'avais laissé dans l'épisode 1, à l'oasis de Siwa, l'oasis du dieu Amon-Ra, le domicile du soleil, là où il se couche à 700 km de la vallée du Nil, temple oraculaire qu'Alexandre le Grand est venu rejoindre pour visiter celui qu'il prétend être son père. Ce à partir de quoi on le représente sur les drachmes hellénistiques avec ses cornes de bélier qui sont caractéristiques du dieu Amon, du dieu thébain Amon, avant même qu'il soit fusionné avec le dieu solaire Ra. Donc ici on a un Zeus Amon dans sa représentation hellénistique et romaine, donc le papa d'Alexandre le Grand, Zeus Amon de Siwa. On retrouve ces belles cornes de bélier. On est en plein dans cette oasis berbérophone, à 700 km du Nil, en plein désert de Libye, en plein monde libyque, dans cette oasis berbérophone jusqu'à aujourd'hui, et probablement païenne jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, donc qui voit ce culte spécifique au dieu solaire qu'Alexandre avait tant besoin de venir visiter. Donc il faut évoluer progressivement vers l'ouest, et pour atteindre l'ouest, donc on est obligé de suivre Hérodote. Malheureusement, Hérodote, s'il donne beaucoup de détails sur l'Égypte, beaucoup sur la Grande Syrte, le désert de Libye, les populations de l'actuelle Tripolitaine, où il y a les Massamons, les Psultes, les Max, les Gendanes. Il parle des Garamantes, qui sont dans le Fezzan, dans la Libye centrale actuelle. Il décrit toutes ces populations comme étant à dominante nomade. Il va jusqu'à la région du Chott el-Djalid, ce grand lac aujourd'hui, lac salé, presque complètement asséché, mais qui à l'époque était beaucoup plus important. Les 2 tribus nomades des Makhlao et des Haoussé, qui sont liées à ce lac et qui sont liées à un sanctuaire local.
Après, il ne nous dit presque plus rien. Il nous informe simplement qu'au-delà du Chott el-Djerid, de cette région, des Aocéens et des Maklo, il y a un certain nombre de populations libyques, sédentaires, laboureuses, agricultrices, et dont il cite essentiellement les Maksous, les Awaks, les Guzantes. On sait que se développe sur la côte la Kora, donc le territoire développé par les colonies tyriennes, les colonies phéniciennes venues de la côte syrienne du Liban actuel, qui elles-mêmes ont leur propre comptoir tout le long de la côte, en Algérie, dans le sud de l'Espagne, et donc bien sûr dans la péninsule Tingitane, là où vous voyez marqué Lixite, et où a été fondée, selon la mythologie punique, il y a très longtemps, la ville de Lixos, et où, en vis-à-vis côté espagnol, est fondée la cité de Cadix, Gadara. Ça, c'est l'environnement tel qu'on le conçoit à l'époque d'Hérodote, au début de l'époque grecque classique. On ignore complètement ce qui se passe dans le Maghreb intérieur, le monde justement de ces libyques laboureurs, et on connaît encore moins ce qui se passe au-delà de quelques rapports qu'ont les Puniques avec les Lixites côtiers, les populations libyques lixites, et au-delà avec ce monde mystérieux des Éthiopiens que j'essaie de représenter sur cette carte. Comme autre système religieux important dans ce monde d'Afrique du Nord, qu'on peut identifier à l'époque romaine, il y a évidemment le culte de la déesse lunaire, Tanit pour les Puniques, qui dérive en partie d'Astarté, qui est l'Aphrodite punique, et qui va entrer en relation avec l'Aphrodite gréco-romaine et la Vénus du cortège de Vénus, qui est la plus incroyable mosaïque dégagée à Volubilis, qui est aujourd'hui au musée de Tanger, que vous voyez à gauche. Le cortège de Vénus, on faisait sortir à une certaine date de cérémonie Vénus sur un bateau, donc la statue de Vénus évidemment de son temple, dans un certain nombre de cérémonies nautiques. Et donc, je vous ai mis à droite une représentation de la Tanite punique. On a également un rapport assez important avec Triton. Alors, Triton, donc, c'est une créature marine qui a un corps d'homme et une queue poisson ou de dauphin, que vous voyez ici représenté donc sur un vase du classique du 5e siècle ou sur une représentation un peu plus tardive sur un bracelet en or, finement ouvragé. Et en fait, Triton est associé à ce grand lac salé, le Chott el-Djerid, le lac Triton. Le Chott el-Djerid aujourd'hui, il n'en reste que de petites flaques d'eau salée, mais c'est tout entouré d'un certain nombre de sources en fait, qui font autant de magnifiques palmeraies, de magnifiques oasis très vertes. Alors Triton est abondamment représenté dans le mosaïque en Afrique du Nord. Vous voyez ici un triton à Boula Regia, un autre triton à Banassa. Banassa qui est une cité donc, de la future Mauritanie Tingitane. Bon, à l'époque de cette mosaïque, c'est la Mauritanie Tingitane, donc le pays de Tanger. Banassa est le long du fleuve Sébou dont on va reparler. Alors ces populations de libyques laboureurs sont au nord de cette ligne que j'ai tracée maladroitement en jaune, entre les populations donc nomades au sud ou autour du Chott el-Djerid et plus au sud, dans le sud tunisien actuel, et la Libye, et les populations sédentaires au nord, d'agriculteurs, de laboureurs. Je vous représente ici un laboureur tunisien évidemment moderne, et donc ces Guzantes qui vivent dans les Aurès probablement, et qui sont dits mangeurs de singes. Donc on n'a pas beaucoup d'informations en réalité. Et là, il faut se reporter au pseudo-skylax de Kariang du 4e ou 3e siècle avant notre ère, qui nous informe justement de l'organisation de cette Kora carthaginoise, de ce territoire africain contrôlé par les Carthaginois, et de leurs comptoirs et colonies tout le long de la côte jusqu'aux colonnes d'Hercule. Toutes les villes, tous les comptoirs que j'ai passés en revue sur la Libye, depuis le golfe de Sirte, la grande Sirte donc, entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine, jusqu'auprès des Hespérides, jusqu'aux colonnes d'Hercule. Donc les Hespérides, ce sont les territoires de l'extrême occident, l'équivalent du mot Maghreb en arabe, ou de Vespéris, qui donne les vêpres, la prière du soir, dans les monastères, jusqu'aux colonnes d'Hercule, donc la limite entre la péninsule Tingitane et la péninsule de Cadix, appartiennent aux Carthaginois. Donc on a cette représentation de cet espace, de la Kora carthaginoise, que j'ai mis ici, Kora phénicienne, Kora carthaginoise, donc en rouge, qui s'est développée progressivement, mais sans contact véritablement intense avec les populations libyques. Cette représentation de la péninsule Tingitane, vous la voyez ici en relief, donc on identifie bien Gibraltar au nord, c'est-à-dire ici à gauche, et Ceuta au sud, c'est-à-dire à droite. Donc, ce sont deux toutes petites péninsules avec un rocher dessus qui étaient considérées comme étant les dites colonnes. Donc le pseudo-skylax nous raconte, là sont les colonnes d'Hercule, celle qui est en Libye, donc Ceuta, ici à droite, est très petite, en effet, ce qu'on voit. Et celle qui est en Europe, Gibraltar, est très élevée, éloignée l'une de l'autre d'un jour de navigation, elle se tourne le dos.
Si vous passez les colonnes d'Hercule en laissant la Libye à gauche, c'est-à-dire donc en descendant vers le sud, le long de la côte atlantique, vous rencontrez un grand golfe qui se prolonge jusqu'au promontoire d'Hermès, car il y a encore ici un promontoire de ce nom. Je le dis simplement parce qu'il y a un autre promontoire d'Hermès, et cet autre promontoire d'Hermès, c'est le Cabon, donc au sud de Tunis, entre Tunis et Sousse. Diodore de Sicile, qui est un peu plus tardif, de l'époque impériale romaine, nous explique qu'Hercule, étant arrivé aux deux extrémités de l'Afrique et de l'Europe sur l'océan, voulut y poser ce monument immortel de son expédition. Selon quelques-uns, les deux continents étaient autrefois très éloignés l'un de l'autre. Il résolut de les rapprocher jusqu'à de laisser entre eux qu'un passage étroit qui ne permit plus aux monstres de l'océan d'entrer dans la Méditerranée, ouvrage mémorable par les terres dont il fallut combler un grand espace de mer. Donc cette idée de rapprocher les deux terres pour créer un passage trop étroit pour que les monstres marins puissent entrer dans la Mare Nostrum, un autre mer. Et d'autres disent au contraire que les deux continents étant joints, il coupa l'isthme et forma la communication qui est aujourd'hui entre les deux mers. Donc la Méditerranée était un lac, et l'Atlantique, l'océan, et il a créé cette communication maritime, ce détroit de Gibraltar. Mais c'est intéressant de voir l'importance qu'a cet Hercule, ce Melqart, ce roi de Tyr, ce roi divinisé, ou cette divinité tutélaire, Polyade, de Tyr, donc des Phéniciens, des fondateurs de Tyr, puis de Carthage, de Tyr, la ville ancienne, puis Qarthadasht, la ville moderne. Ce fondateur en fait des cités, qui crée les colonnes d'Hercule, qui ouvre la mer aux Phéniciens, puis aux Carthaginois, qui vont s'établir justement sur la côte libyque à Lixos et sur la côte espagnole à Gadara. Donc Hercule Melqart arrive en ce confin de la Libye dans le palais d'Anté, non loin donc du jardin des Hespérides aux pommes d'or. Il alla dans la cité de Cadmus, dans la fertile Libye, dans le palais d'Anté, nous dit Pindare, pour terrasser ce fier géant qui avait été assez cruel pour bâtir avec les crânes de ses hôtes un temple à Neptune. Et évidemment, Poséidon, Neptune, le dieu de l'océan, le dieu de la mer, est particulièrement célébré par les populations libyques qui vivent le long de la côte atlantique, qui est un océan impétueux, incomparable avec ce qu'est la Méditerranée, un endroit terrifiant. Cette représentation magnifique d'Hercule qui renverse Anté par une prise de lutte gréco-romaine, et on en a un certain nombre d'autres. Donc il y en a une à Volubilis, dans la mosaïque dite des travaux d'Hercule, une mosaïque qui représente une grande dizaine de travaux d'Hercule, beaucoup plus que 12, dont la prise que vous voyez, gréco-romaine, qui est différente, celle-ci. Donc il le prend par le bassin et il le soulève. L'idée étant toujours de le soulever, et on retrouve une prise assez similaire dans cette représentation en statue en Sicile, ou dans cette représentation trouvée à Lixos. Une importance majeure de ce mythe d'Hercule qui soulève et vainc Anté, le roi des Libyens. Alors Anté est associé, comme je vous disais dans la vignette, au tumulus qui a été érigé entre le 4e et 3e siècle avant notre ère, au milieu du cromlech, du grand cercle de pierres dressées de Msura. Le cromlech n'a rien à voir, il date de la civilisation mégalithique, et pourquoi je ne l'introduis pas dans l'histoire des Libyques, puisqu'on est très difficile d'historiciser ce moment. En revanche, le tumulus qui a été construit au milieu du cromlech, cet endroit dont la symbolique et la spiritualité a été reconvoquée à l'époque libyque, à l'époque maurusienne, on en reparlera dans l'épisode 3, était considéré par les Maurusiens locaux, par les Lixites locaux, par les Libyques extrême-occidentaux locaux, comme étant justement le tombeau de leur roi Anté, vaincu par le roi des Phéniciens, devenu l'Héraclès, l'Hercule gréco-romain. Et donc, on peut comprendre qu'ils aient remployé ce magnifique cromlech pour créer un tumulus géant, et que ce tumulus géant ait fortement marqué les esprits, comme nous le dit Strabon, qui écrit à l'époque d'Auguste, la Maurusie, témoin ce prétendu tombeau d'Anté, qu'il signale, donc sa source, dans le voisinage de Lixos, et ce squelette long de 60 coudées. Donc 60 coudées, peut-être une vingtaine de mètres, un squelette d'une vingtaine de mètres, probablement pas un être humain, peut-être un dinosaure, peut-être un mammifère marin. Et plus tard, donc dans sa vie de Sertorius qui est un général marianiste qui lutte de 80 à 72 avant notre ère en Espagne et en Afrique du Nord contre Sylla. Donc je reviendrai sur les 3 guerres civiles du 1er siècle avant notre ère dans l'épisode 3, qui est central pour comprendre les relations entre les Numides et les Maurusiens et la République romaine et Carthage. Donc c'est un jeu à 3 ou à plus que 3 en fait extrêmement complexe.
Et les guerres civiles donc, vont mettre aux prises les différentes entités politiques d'Afrique du Nord, les unes contre les autres, hein, certains étant alliés avec les uns et certains étant alliés avec les autres, à l'intérieur des conflits de guerre civile romaine, hein, qui agissent en fait par proxy, hein, en utilisant les royaumes vassaux les uns contre les autres. Mais j'y reviendrai dans l'épisode 3. Pour l'instant, on se concentre simplement sur le fait que Sertorius, en envahissant Tanger, Tingis, en prenant le contrôle donc de la péninsule Tingitane, encore un royaume indépendant, maurusien, hein, ne croyant pas en fait les rumeurs et les mythologies et les légendes locales des berbères locaux, fit ouvrir son tombeau où il trouva, dit-on, un corps de 60 coudées, donc Plutarque le confirme. Étonné d'une taille si monstrueuse, il immola des victimes, fit recouvrir avec soin le tombeau, augmenta ainsi le respect qu'on portait à ce géant et accrédita les bruits qui couraient à son encontre. Et donc Sertorius, ce général romain, qui au début, nous dit-on, ne croit pas à la mythologie lexique locale, finit par reconvoquer, comme on avait déjà reconvoqué la spiritualité du lieu, la symbolique du lieu, la sacralité du lieu mégalithique, avait été reconvoquée par les Libyques maurusiens, elle est à nouveau réhabilitée et reconvoquée et resacralisée par les Romains qui n'ont pas encore conquis véritablement la Maurisie, mais qui y sont présents militairement. Cette culture du tumulus royal reste jusqu'à aujourd'hui, est passée à travers les grandes tombes royales, les Midracènes, et reste jusqu'à aujourd'hui dans les mausolées royaux. On va retrouver ce motif tout au long de l'histoire des Berbères avant l'islam, et des Berbères dans l'islam en réalité. C'est vraiment un motif de continuité très important, sur lequel on reviendra, mais pensons simplement donc à ce tumulus qui a été érigé à la limite nord de la volubilis maurusienne, hein, pré-romaine, un tumulus qui était toujours donc très important au centre de la ville à l'époque où elle était romanisée, un tumulus au sommet duquel on se poste aujourd'hui pour avoir une vue d'ensemble du site en réalité. Et Hérodote, hein, donc au 5e siècle avant notre ère, nous dit déjà les Libyques mettent la main sur le tombeau des hommes qui ont parmi eux la réputation d'avoir été les plus justes et les gens de Bip, et jurent par eux. Pour exercer la divination, ils vont au tombeau de leurs ancêtres, ils y font leurs prières, ils y dorment ensuite. Si pendant leur sommeil ils ont quelques songes, ils en font usage dans leur conduite, et c'était très intéressant de retrouver en fait les mêmes rituels dans l'islam maghrébin médiéval et moderne.